Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour faire cet atelier sur le design humain. Alors je vais te proposer deux parties, une partie théorique et une partie pratique dans laquelle tu vas déjà pouvoir aller te familiariser avec tes énergies. Le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, donc il vient nous révéler en fait vraiment notre unicité grâce à un schéma corporel qui est en fait la synthèse de sciences anciennes et modernes qui nous permet vraiment d'obtenir la cartographie de notre être pour vraiment aller retrouver notre essence à l'intérieur de nous. Ce qu'on sait déjà, en fait, ça vient pas généralement nous révéler quelque chose qu'on ignore, mais peut-être quelque chose qu'on ignore dans le sens où on n'a jamais vraiment compté dessus au quotidien. Donc là, le design humain, c'est vraiment un outil de guidance en fait pour nous retrouver, pour retrouver en fait nos lois naturelles de comment est-ce que moi, Laurie, je fonctionne dans mon véhicule, dans mon corps et dans mon esprit et dans mon âme. Donc ça vient nous remettre en avant finalement les énergies que moi, je suis venue transmettre, que toi, tu es venu transmettre, pour recréer quelque chose d'unique. Le design humain, en fait, il est avant tout là pour soi, mais aussi du coup pour l'autre, pour les relations. C'est-à-dire que finalement, quand on se comprend mieux soi, qu'on s'accepte, qu'on arrête de rejeter des parts de soi et qu'on accepte enfin de toutes les exprimer, ça permet aussi de mieux comprendre les autres et d'avoir des meilleures relations. Donc c'est aussi un outil de relation. D'ailleurs, c'est un outil qui a été vraiment canalisé pour les enfants et pour leurs parents, pour justement sortir de tout ce conditionnement et de tout ce qui est chemin en fait déjà tracé. Donc pour vraiment revenir à comment fonctionne finalement cet être humain, comment est-ce qu'il peut naviguer pour lui dans sa vie pour que ce soit correct. Donc une chose importante à savoir sur cet outil, c'est que c'est un outil amoral, c'est-à-dire que quand on va découvrir les énergies de notre charte, en fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas une charte meilleure qu'une autre, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est mal. Au contraire, ça vient justement enlever tout ce qu'on a catégorisé dans notre mental, tout ce qu'on a schématisé dans notre mental comme ce qui est censé être bien et ce qui est censé être mal, parce que justement on peut avoir des énergies à l'intérieur de nous qu'on juge comme étant des énergies qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas correctes, alors qu'en fait ce sont des énergies qui peut-être sont des potentiels et sont des impératifs génétiques à l'intérieur de nous qui demandent à s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'aller lire sa charte et découvrir toutes les énergies finalement qui nous composent et celles en fait qu'on attend vraiment de nous, qu'on utilise et qu'on exprime au quotidien pour vraiment être là, pour les incarner, ça va être vraiment nécessaire de les reconnaître. C'est vraiment une histoire de reconnaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour vraiment l'exprimer après au quotidien. Donc c'est pour ça en fait que c'est un outil qui est là vraiment pour nous enseigner l'amour de soi, parce que parfois on va peut-être découvrir des énergies dans notre charte, comme l'énergie du sacrifice, l'énergie de la séparation, l'énergie du conflit, et c'est peut-être des choses qu'on a catégorisées dans notre tête comme des choses n'étant pas correctes, alors qu'en fait notre véhicule nous dit que notre structure en fait peut supporter ces énergies-là, peut les exprimer, peut les externaliser et peut les incarner. La magie du design humain aussi, ce qui est très important à savoir, c'est qu'elle se trouve dans l'expérience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré cette charte, dont je vais vous parler après, en fait, le but c'est de l'expérimenter. Parce qu'en fait, le design humain nous amène vraiment dans la science de la différenciation. Il nous amène beaucoup de discernement sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc à partir de là, en fait, à partir du moment où on a la connaissance, en fait, et on a la compréhension, le design humain, ça nous amène vraiment à la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, concrètement. En fait, on va pouvoir commencer à l'intégrer, à l'expérimenter, à s'autoriser vraiment à le ressentir. À le ressentir dans l'expérience, parce que c'est vraiment là en fait où tout va se jouer. C'est pour ça qu'en fait le design humain, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un outil de navigation, de guidance au quotidien, pour finalement naviguer et être correct avec soi-même, et pouvoir vivre en fait les synchronicités que nous, on a à vivre, et aussi en relation avec les autres. On va se rendre compte avec le design humain que au plus on plonge dedans, au plus on apprend à lire sa charte, au plus on va se connecter à tous nos potentiels, au plus on va se rendre compte que de toute façon, ces potentiels peut-être parfois on va en avoir en commun avec d'autres personnes, mais leur charte de toute façon sera unique. Donc même si on a des choses en commun avec d'autres personnes, on va se rendre compte que de toute façon, encore une fois, on ne l'expérimente pas de la même façon. Donc c'est pour ça que c'est un outil avant tout d'expérience, donc comme finalement un outil de science, c'est-à-dire qu'ok, on observe, on comprend, mais après on teste, et c'est là où on vérifie vraiment sur le terrain comment est-ce que nous, à l'intérieur de nous, en fait, tout ça s'incarne. Donc le design humain, en fait, il nous permet vraiment un exercice de reprendre, en fait, de reprise de pouvoir personnel, de retrouver, en fait, finalement, la petite voix à l'intérieur de nous qui est notre autorité, qui est cette voix qui nous aide, en fait, à prendre des décisions. Donc on n'a pas tous la même, on va voir qu'en design humain, il y en a plusieurs. Et donc voilà, c'est un système qui est très complet, qui nous permet vraiment de comprendre qui on est, comment est-ce qu'on est censé l'incarner, qu'est-ce qu'on est venu transmettre, et comment en fait est-ce qu'on peut naviguer avec tout ça.
Donc le design humain, c'est un outil en fait qui nous permet vraiment d'aborder un processus de transformation très profond parce qu'on va aller vraiment se reconnecter à notre potentiel et du coup sûrement enlever beaucoup de couvercles. C'est vraiment plutôt un processus de retour à soi, plus que de découverte de soi. En fait, on va plutôt réactiver des choses qu'on avait désactivées chez nous. Donc c'est vraiment l'expérience transformatrice qui consiste à vivre en tant que vous-même et qui va nous permettre aussi de revendiquer notre unicité. Pour commencer, je te propose maintenant de te raconter un petit peu l'histoire et la naissance de cet outil. Donc cet outil, son fondateur et son messager, il s'appelle Alan Robert Krakower, c'est un Canadien, qui vient du monde des affaires, qui est un ancien directeur publicitaire, qui est parti voyager et qui arrive et qui prend refuge en fait sur l'île d'Ibiza. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en 1989, il y a eu un événement en fait dans notre système solaire. Il y a eu l'explosion en fait d'une étoile. Et lorsqu'une étoile en fait explose, ça a bombardé finalement l'univers et notre Terre d'un champ informationnel, d'un champ énergétique très puissant. Et donc ce jour-là, en fait, Alan, lui qui était à Ibiza, a fait une expérience mystique. Pendant 8 jours et 8 nuits, il explique qu'il a fait la rencontre d'une voix qui lui aurait permis de canaliser en fait ce système du design humain. Et donc à partir de là, il vit en fait à l'intérieur de lui une vraie renaissance, donc il se renomme Ra-Uru-U. Et il vient à partir de là décider de devenir le messager finalement de cet outil, de venir le transmettre. Et à partir de là, il va choisir pendant les 25 prochaines années de consacrer sa vie à l'enseignement et au partage de cet outil. De quelle science est composé le design humain? Donc le design humain, il faut savoir que c'est une synthèse de connaissances anciennes et modernes qui a regroupé finalement dans cet outil l'astrologie, le I Ching, le livre des mutations, les chakras hindous, l'arbre de vie de la Kabbale, ainsi que des disciplines donc plus modernes, la mécanique quantique, l'astrophysique et la génétique. Qu'est-ce que vient nous proposer en fait ce système en associant toutes ces sciences? C'est une évolution, tout simplement. C'est une nouvelle manière en fait de lire tout ça. Et l'évolution majeure que ça vient nous amener, c'est de dire que donc, nos êtres, nous les êtres humains, sommes en constante mutation. Mais que du coup, comment est-ce qu'on peut maintenant différencier tout ça par rapport à cette mutation et cette évolution? C'est qu'on passe d'un système de 7 chakras aux 9 centres énergétiques. On va tout simplement vers plus de différenciation. Ça vient aussi de nous parler, de nous rappeler qu'en fait les composantes essentielles de notre être, c'est-à-dire un véhicule, un corps, une conscience, un passager, un témoin observateur, et notre âme qui est là pour conduire et pour nous faire naviguer finalement sur ce plan. Comment est-ce qu'on traduit visuellement finalement la synthèse de toutes ces sciences? Donc le design humain nous propose ce qu'on appelle en fait un mandala. Donc le mandala, c'est vraiment la synthèse de toutes les sciences dont je viens vous parler. C'est en fait vraiment la mécanique de l'invisible. Donc ça vient être composé très simplement, je vais rester en surface, de 2 roues. Une roue externe avec les signes du zodiaque et une roue interne avec les 384 hexagrammes du I Ching. Et puis au centre, on retrouve ce qu'on appelle un schéma corporel qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Le schéma corporel, il est composé de 9 centres énergétiques, donc ces fameux 9 centres d'évolution, où on va vers plus de différenciation. Il est composé aussi de 64 portes, donc c'est les 64 portes qui vont être présentes pour tout le monde, c'est la base du schéma. Et puis on va avoir 36 canaux. Les canaux, en fait, c'est comme des routes qui viennent connecter les centres et les portes entre eux, sachant que les portes, en fait, ce sont des activations, des potentiels génétiques, mais on va voir que sur un seul schéma, après, on a un certain nombre d'activations par personne. Ce que j'aimerais te détailler plus maintenant, c'est ce fameux schéma corporel. En fait, c'est vraiment la carte de notre unicité, c'est ce qu'on va lire au quotidien, c'est vraiment notre outil de guidance. Alors de quoi il est constitué plus précisément ce schéma corporel qu'on obtient grâce à nos coordonnées de naissance, comme en astrologie? On va retrouver déjà en effet donc dans 2 colonnes, vous allez voir il y a 2 colonnes, une à droite sur la personnalité, une à gauche sur le design. Donc déjà dans cette colonne vous pouvez voir qu'il y a les planètes, donc ça c'est partie astrologique qu'on vient retrouver ici. Vous allez voir à côté donc il y a des chiffres, donc par exemple là en haut je vois 58.1, 52.1, etc. Tout ça ce sont les hexagrammes, c'est ce qui correspond aux portes, en fait ce sont des potentiels. Et on voit en fait que des portes sur le schéma corporel, il y en a bien 64, mais une fois qu'on a tiré finalement, qu'on a récupéré notre schéma corporel, il va y avoir 13 activations qui concernent notre personnalité consciente, donc notre témoin observateur, et 13 activations qui correspondent plutôt à notre inconscient, en tout cas on va dire à la conscience de notre corps, à notre intelligence cellulaire. Il va y avoir 13 activations au rouge.
Donc le rouge et le noir, c'est deux couleurs qui sont importantes à discerner dans le schéma, parce que voilà, le noir, ça amène la personnalité consciente, le rouge, ça amène la personnalité inconsciente, et après, quand on va assembler les deux, on va obtenir le vrai soi. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces deux couleurs, c'est que le noir, voilà, qui parle de cette personnalité consciente, de notre témoin observateur, c'est qu'elle a finalement un petit peu sa propre charte d'activation, et pareil en rouge. Parce que en fait, la personnalité consciente, c'est souvent notre caméra interne, c'est ce qu'on a l'impression déjà de savoir, c'est ce sur quoi en fait peut-être on compte déjà, on dit ah ben oui, ça je sais, je suis comme ça. Mais on a aussi, pour faire le parallèle avec l'astrologie, c'est comme si la personnalité consciente c'était un peu notre signe solaire, et puis la personnalité inconsciente, l'intelligence cellulaire, ça serait plus notre ascendant. Parce que c'est plus ce que va exprimer naturellement notre corps, peut-être notre langage non verbal, qui va plutôt correspondre à notre caméra externe, ce que les gens sont souvent plutôt en capacité de dire de nous. Ce rouge et ce noir, ça vient mettre finalement en lumière notre dualité, et ensuite quand on assemble les deux, on va obtenir le soi authentique, qui on est vraiment, comment est-ce qu'on est censé fonctionner. Donc ça vient du coup finalement le design humain avec ce schéma corporel nous donner la guidance finalement pour faire ce mariage, on va dire, de la dualité, pour arrêter, on va dire, cette illusion de séparation ou ce déchirement parfois qu'il y a à l'intérieur de nous, pour vraiment le regrouper et voir finalement où est-ce qu'on peut créer le dialogue entre les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce schéma corporel? Donc on retrouve les 9 centres énergétiques, mais comme vous pouvez voir, en fait, il y a des centres donc, qui sont une couleur, et puis il y a des centres qui sont en blanc. Donc les centres qui sont en couleur, en fait, c'est là où vous allez avoir de l'énergie à transmettre, c'est là où l'énergie sera fixe et fiable chez vous au quotidien. C'est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est un peu notre base, en fait, c'est un peu notre zone de confort. C'est ceux qu'on connaît déjà, dont on a conscience au quotidien, et que normalement on maîtrise même déjà. Et puis on va avoir des centres énergétiques qui sont en blanc. Et donc là, dans ces centres énergétiques, c'est pas qu'on ne les a pas, c'est qu'en fait leur activation va se faire par notre environnement. C'est notre zone en fait de réceptivité, c'est notre zone sensible. C'est là où en fait nos potentiels, on peut dire, sont dormants, ils sont pas toujours actifs. C'est des potentiels qu'on va expérimenter en fonction de notre environnement, en fonction de là où on se trouve, avec qui on est, en fonction des transits aussi de notre environnement planétaire. Et donc le blanc, c'est quelque chose qu'on va expérimenter du coup, voilà, de manière extrêmement aléatoire, variable et en même temps amplifiée, parce que comme en fait on ne va pas en avoir l'habitude, ça va vraiment ressortir peut-être d'une manière très très forte chez nous, parce que c'est à la fois une zone finalement au démarrage où on va être ouvert au conditionnement, donc conditionnement ça peut être bien comme ça peut être pas bien pour notre mécanique, tout dépend ce qu'on va recevoir et dans quel environnement on se trouve, mais finalement ces outils en fait, ces centres sont des outils parce que en fait ils vont nous aider à petit à discerner, et en fait ça va vraiment être des outils qui vont nous amener un grand potentiel de sagesse. Donc ce schéma corporel qui est composé voilà, d'activation consciente et inconsciente, voilà cette dualité qui nous permet d'obtenir notre vrai soi. Qu'est-ce qui vient aussi nous apporter comme autre information? Quand on peut enfin en fait regarder la partie définie et non définie de notre charte, on va obtenir aussi d'autres informations qui là ne sont pas forcément pour vous visibles à l'œil nu, mais qu'on apprend à lire par la suite. Ce que l'on va pouvoir voir en fait grâce à ce schéma corporel, c'est ce qu'on appelle le type. C'est-à-dire que le type, ça va venir nous donner notre aura, vraiment notre champ magnétique, ce qu'on dégage en fait dans la globalité de toutes ces énergies qui sont actives. Ensuite, ce type, voilà, cette aura, ce champ magnétique principal, en fait, il va avoir une stratégie. Comme je vous disais depuis le début, le design humain, c'est un outil de navigation qui nous donne des outils pour savoir comment naviguer avec tout ça. C'est pour ça que notre type va avoir une stratégie, on peut voir ça comme une stratégie marketing. La stratégie, ça va être l'outil de navigation pour bien naviguer avec notre aura, avec toutes nos énergies. Un autre outil que nous donne le design humain pour bien naviguer, c'est une signature. C'est-à-dire que si on respecte finalement notre type, qu'on fonctionne aussi en suivant bien sa stratégie, on va avoir une signature. Donc notre signature, ça va être comme une alerte, comme une notification qu'on reçoit, comme un ressenti qui viendra nous dire « oui, là tu es aligné » ou « non, là tu n'es pas aligné ». Parce qu'on va avoir à la fois une signature d'alignement et une signature en fait de désalignement qui vient nous dire « ah, là en fait tu es en train de ne pas te reconnaître, là tu es en train de bloquer quelque chose, là tu es en train de résister à peut-être quelque chose qui est toi mais que tu ne veux pas, ou au contraire tu es en train de sortir de route et de t'identifier à quelque chose qui n'est pas toi ». Cette combinaison voilà, du type, de la stratégie, de la signature en fait, du vrai soi et de la signature en fait, du non-soi, ça va vraiment être nos outils au quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà, connaître tous nos centres, connaître tous nos potentiels, si on connaît dans la globalité notre aura,
sa mécanique de base, c'est-à-dire sa stratégie, et qu'on connaît sa signature du vrai soi et du non-soi, ça va vraiment être les outils les plus essentiels à utiliser au quotidien pour rester aligné et vivre les synchronicités qu'on a à vivre. Un autre outil qui va nous y aider et qui lui en fait va plus précisément nous aider, pas à naviguer mais à faire des choix tout au long du chemin, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Donc l'autorité, il y en a plusieurs en design humain, il y en a 7. C'est cette petite voix qui vient potentiellement nous parler et nous aider à prendre des décisions. Selon encore une fois les activations qu'on va avoir sur notre schéma, on va en avoir une dominante. Et donc ça va être cette petite voix-là que nous, on est censé écouter pour prendre des décisions. Donc en design humain, il y a plusieurs autorités. Je vais juste les citer très rapidement aujourd'hui. On a une autorité qui peut venir du cœur, de l'ego. On a une autorité qui peut venir des émotions, du ressenti, de nos sentiments. On a une autorité qui peut être viscérale, qui peut venir vraiment de notre ventre, de notre vibration. On a une autorité qui peut venir plutôt de notre intuition, de notre corps, de notre sensation d'alerte en fait, de savoir si on le sent ou pas. C'est vraiment une autorité qui marche dans l'instant présent. On va avoir aussi une autre autorité qu'on appelle auto-projetée. Ça va être une autorité où en fait va avoir besoin d'entendre notre propre voix. En fait, comment est-ce que ça résonne, comment est-ce que ça fait écho. Ça va faire partie d'un processus de prise de décision. Et on va avoir une autre autorité qu'on appelle l'autorité d'environnement, qui là en fait va être vraiment un processus beaucoup plus lent, où la personne va avoir besoin de peut-être discuter, d'échanger, de laisser en fait un processus se faire à l'intérieur d'elle pour voir finalement quelle décision elle va prendre. On va avoir une dernière autorité aussi qui est spécifique à un type bien particulier. Le type des réflecteurs, ça va être une autorité lunaire, c'est-à-dire que la personne va avoir besoin d'attendre un cycle lunaire avec toutes ses variations et toutes ses phases et tous ces changements d'énergie qu'amène la Lune pour prendre ses décisions. Donc l'autorité, c'est aussi un outil de navigation qui va être extrêmement important pour rester correct avec soi et écouter finalement la bonne petite voix pour prendre nos décisions. Pour résumer, j'ai un type. Je suis la stratégie de mon type pour bien naviguer avec. J'écoute mes alertes de signature, d'alignement ou de désalignement. Je prends des décisions en écoutant mon autorité. Et en plus, tout ça, c'est pas fini, ça va être accompagné d'autres outils. Un autre outil qu'on a, c'est le profil. Le profil, c'est notre costume d'expérience. C'est la manière dont, la plupart du temps, on risque d'expérimenter ça. Ça peut rejoindre un petit peu le rôle qu'on va se donner, mais c'est vraiment plus une notion d'expérience, en fait, de comment est-ce que finalement toutes ces énergies, on risque de les incarner et de les expérimenter. Ça va être aussi accompagné de ce qu'on appelle une croix d'incarnation, où là, en fait, on va rentrer vraiment dans la partie plus mission de vie de qu'est-ce que nous, au quotidien, on est censé le plus incarner. En fait, dans notre schéma corporel, en haut, en soleil et en terre, on a 4 énergies qui vont être vraiment représentatives à peu près de 70% de notre personnalité. Et c'est vraiment ces énergies-là que notre matrice, en fait, que notre schéma corporel vient nous demander d'incarner. Donc ça va être notre croix d'incarnation, ça va être notre mission. Et encore une fois, quand je parle de mission, je parle toujours pas de rôle précis, je parle du fait juste d'incarner certaines énergies qui sont là et qui vont donner un sens à notre vie, à notre message, à ce qu'on est venu là pour transmettre. Tout ça, en fait, c'est vraiment déjà la première analyse à avoir de son schéma. C'est vraiment l'essence. S'il y a une chose que je souhaite vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est de dire que dans tout ce schéma corporel, voilà, il y a plein d'activations, il y a des planètes, il y a des potentiels génétiques, il y a des impératifs génétiques, il y a des énergies qui sont définies, des énergies qui ne sont pas définies, qui sont dormantes. La seule chose à retenir, c'est que de toutes ces définitions, en ressort un champ aurique, une aura, qui a une stratégie, qui a une signature et une autorité, et que c'est vraiment en tout cas ces outils-là qu'il faut suivre au quotidien pour rester aligné dans et vivre ces synchronicités, pour vraiment respecter ces lois naturelles. Pourquoi j'insiste, on va dire, avec ce type, ces stratégies, cette autorité et les signatures du non-soi et du vrai soi? Parce que c'est vraiment en fait ce qui va nous amener là dans l'utilisation du design humain et dans son premier but, c'est d'amorcer en fait vraiment au niveau cellulaire un processus de déconditionnement. Le design humain, c'est vraiment un outil qui, comme je vous le disais au début, nous permet de revenir à soi. Donc ça va vraiment nous permettre de se décharger, en fait, de vraiment enlever plein de couches qu'on s'est rajoutées, plein de couches mentales sur lesquelles on s'est identifié. Parce que peut-être justement, on ne se connaissait pas assez ou on pensait ne pas se connaître et du coup, parce qu'on a rejeté certaines parts de nous, on s'est identifié plutôt aux étiquettes que d'autres personnes nous ont mises. On s'est dit, bah c'est vrai, en fait, je suis comme ça, c'est vrai, je suis comme ça. Peut-être des choses qu'on a acceptées qui, en fait, sont pas vraiment nous. Ou des rôles qu'on se donne encore à jouer parce qu'on n'arrive pas encore vraiment à être soi-même.
Donc là, en fait, le design humain, grâce à cette charte, va venir vraiment nous redonner notre essence, va venir finalement nous offrir à nouveau cette validation et cette confiance intérieure de qui je suis vraiment. Et pour pouvoir l'incarner, il nous donne voilà, ces outils de navigation, le type, la stratégie, l'autorité, le non-soi, le vrai soi, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment, au niveau de notre véhicule, au niveau cellulaire, en fait, vraiment amorcer un processus de déconditionnement. Donc le design humain, il nous propose, en fait, il nous explique que ce déconditionnement, il va prendre 7 ans, qu'il y a vraiment 7 années, en fait, donc c'est aussi ce qu'on voit au niveau des enfants. On dit souvent que les 7 premières années de notre enfance sont là où, en fait, on va justement prendre du conditionnement et on va commencer, en fait, à déjà, en fait, par nos zones de sensibilité, recevoir un certain type de conditionnement. Donc quand je parle de recevoir du conditionnement, c'est vrai que selon notre mécanique, ça ne veut pas dire tout va dépendre de notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément reçu un conditionnement qui est pas bien, qui est bien ou pas bien. C'est juste que si on ne connaît pas finalement vraiment notre mécanique de base et notre essence, on risque en effet déjà de commencer à s'identifier « Ah ben ça c'est bien, j'ai le droit de l'être, et ça je suis pas bien, j'ai pas le droit de l'être ». Donc ces 7 ans de déconditionnement, en fait, ils viennent pour retrouver finalement cette essence de la meilleure version de nous, c'est-à-dire pour moi en fait quand on était enfant et où en fait on n'a pas encore justement plein de filtres et plein de choses qu'on s'est rajoutées sur est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mal, mais de dire juste en fait là aujourd'hui je veux juste retrouver ce qui est de comment est-ce que je suis quand je suis correcte avec moi et quand du coup je suis alignée, et c'est aussi quelque chose qui va me permettre d'entrer dans des meilleures relations. Quand je parle de 7 ans de déconditionnement aussi, ce qu'il faut comprendre c'est que ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, il ne se passe rien et qu'au bout de 7 ans, d'un coup, on est déconditionné. À chaque année, à chaque instant, à chaque journée, en fait, du moment qu'on suit en fait cette stratégie, cette autorité et ces signatures, à chaque instant, on est déjà en train de se déconditionner. On est déjà en train de se retrouver, il y a déjà des choses qui bougent, mais le processus, vraiment, je parle au niveau génétique, chimique et cellulaire à l'intérieur de nous, va prendre 7 ans pour un renouvellement complet. Parce qu'il y a des cellules qui nécessitent plus ou moins de temps, et aussi par rapport à certains conditionnements et certains blocages peut-être qui vont être un peu plus importants, ça va prendre du temps, mais chaque chose qu'on va faire au quotidien, à chaque instant, aussi en développement personnel, vont nous amener, avec d'autres outils aussi bien sûr d'accompagnement, vont nous amener dans ce processus de déconditionnement, de retour à soi. Le design humain, lui, ce qui nous amène surtout, c'est grâce à ce schéma, c'est cette compréhension, parce que finalement cette mécanique, quand on plonge vraiment dedans, elle est plus que logique en fait, elle est très logique, elle vient juste vraiment nous ramener ce potentiel après de pouvoir s'observer, se comprendre, d'intégrer, et en fait on va l'intégrer après par l'expérience, comme je vous disais au début, le design humain c'est un outil d'expérience, c'est-à-dire ok, c'est comme si demain on vous donnait une carte et une boussole, mais après il va falloir naviguer avec, c'est quand même vous qui restez aux commandes de savoir comment est-ce que vous allez intégrer, comment vous allez ressentir, comment vous allez observer ces ressentis, qu'est-ce que vous allez continuer de bloquer, qu'est-ce que vous allez accepter d'intégrer finalement comme étant bien vous. Donc tout ça finalement va nous mener vers plus d'incarnation. Qu'est-ce que va nous amener une lecture finalement de ce schéma corporel? Comme je le disais juste avant, ça va vraiment nous amener une compréhension profonde et en fait logique en fait, parce que bon, on va pas se le cacher, on en a vraiment besoin mentalement en fait pour enlever une pression. En fait, c'est comme si on avait une pression à vouloir constamment savoir qui on est, etc. À toujours se poser beaucoup de questions. Et là, en fait, ça amène énormément de réponses. Réponses qui, bien sûr, étaient déjà à l'intérieur de nous, mais que voilà, on avait bien enfoui, que peut-être on rejetait encore. Là, ça nous permet de nous réouvrir, en fait, à tout notre être, à l'accepter dans son ensemble. Et donc, finalement, le but de cet outil, c'est vraiment de nous ramener vers l'éveil et vers l'amour de soi, de s'accepter dans toutes ses parts, c'est-à-dire à la fois les parts d'ombre et à la fois les parts lumineuses, parce que comme je vous disais un peu plus tôt dans cet atelier, on va redécouvrir dans notre charte peut-être certaines énergies qu'on avait catégorisées comme quelque chose de mal, de pas bien, et là on va aller en découvrir d'autres nuances qui font que on va se rendre compte que on a besoin en tout cas de s'autoriser à ressentir cette énergie-là, à l'exprimer, à l'incarner, parce qu'on est venu ici la transmettre et la porter aussi. Il faut comprendre que par la suite, en fait, on ne va plus... le conditionnement de notre environnement ne s'évite pas, mais par contre, comme on va rentrer dans un processus de déconditionnement où on va savoir comment naviguer avec le conditionnement qui nous entoure, on va toujours pouvoir en fait aller vers plus de justesse en fait par rapport à ce qui est correct pour nous. Le but du design humain,
aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc c'est un outil d'éveil à soi, oui, mais aussi, voilà, comme je le disais par rapport à ces 7 ans de déconditionnement, conditionnement quand on est enfant, c'est vraiment un outil qui va vraiment être très utile pour la relation parent-enfant. D'ailleurs, même quand on est adulte, d'aller voir la charte de ses parents, ça peut vraiment nous donner une explication assez profonde de plein de mécaniques qu'on a eues avec eux et vraiment guérir plein de patterns et de schémas pour s'en libérer. Parce qu'encore une fois, on va pouvoir comprendre que finalement c'était juste mécanique, que parfois il y avait juste des choses qui étaient désagréables et que notre mécanique nous a fait croire peut-être que selon comment on est constitué, c'est notre faute, ou c'est la faute à l'autre, ou c'est la faute à la société. Alors que là, en fait, on va tellement pouvoir rentrer dans une précision de notre mécanique et de celle des autres qu'on va se rendre compte que finalement, c'était juste peut-être un emboîtement de rouages qui n'était pas forcément très agréable, très harmonieux, et que finalement on peut essayer peut-être pendant des années de faire emboîter ces 2 morceaux de puzzle qui peut-être ne s'emboîteront jamais. Donc c'est aussi hyper intéressant pour le relationnel, tel qu'il soit, mais aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec nos familles, pour vraiment comprendre finalement comment on s'articule, comment est-ce que nos synergies fonctionnent entre elles, et du coup arrêter en fait de culpabiliser pour plein de choses. Ça enlève vraiment au niveau mental beaucoup de charges à vraiment se libérer et à retrouver en fait sa part de responsabilité, de dire bah, ça ok c'est moi, mais ça en fait c'est l'autre, et oui peut-être qu'il y a certaines choses chez l'autre auxquelles je suis sensible, mais déjà de pouvoir le voir d'un point de vue mécanique et avec discernement, on se rend compte que finalement du coup on n'a plus déjà à s'identifier à cette part de l'autre qu'on ne veut pas voir. Le but du design humain, avec cette lecture de charte, cette compréhension profonde et cette activation de tous nos potentiels, c'est vraiment, donc, comme je vous le disais, un retour à soi, mais du coup un éveil surtout à soi et à l'amour de soi, parce qu'on va pouvoir du coup vraiment aller accepter toutes les parts de nous, aussi bien les parts qu'on peut juger d'énergie basse et d'énergie sombre, comme des parts plus lumineuses et plus légères. Donc c'est vraiment les deux en fait que nous demande d'incarner finalement notre véhicule avec ce passager et cette âme, parce que en fait c'est vraiment là où on va pouvoir être dans notre tout, être dans notre incarnation, et tant qu'en fait on va de toute façon rejeter une énergie parce qu'on continue de la juger ou mentalement de la bloquer parce qu'on se dit que ça c'est pas nous, que ça c'est pas bien, on va en fait de toute façon cette énergie va ne faire que frapper à la porte et devenir de plus en plus forte pour que vraiment on l'accepte. Et donc du coup c'est des énergies qui vont être peut-être présentées sous différentes nuances, dans différentes situations, mais qui de toute façon peuvent être, donc voilà, quand c'est des activations, des potentiels génétiques, des impératifs génétiques à exprimer. Ce que je t'invite maintenant pour continuer cet atelier, c'est de passer sur la partie pratique. Je vais t'inviter à aller découvrir ton schéma corporel pour aller déjà te familiariser avec tes énergies. Donc je t'invite à aller sur le site de Joviane Archive ou de Design Humain France. C'est les 2 sites officiels qui vont pouvoir te permettre d'obtenir ton schéma corporel. Donc tu vas avoir besoin de tes coordonnées de naissance. Donc tu peux récupérer ta date de naissance, ton heure de naissance, mais aussi ton lieu de naissance, et découvrir tes énergies. Dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est juste déjà d'observer. D'observer ton schéma corporel, de regarder un petit peu où sont les énergies, est-ce qu'elles sont plutôt en haut, est-ce qu'elles sont en bas, est-ce qu'elles sont au centre. D'observer si tu as beaucoup de centres définis sur les 9 centres, est-ce que tu as un centre, 2 centres, 3 centres, 9 centres qui sont définis, pour savoir si tu as plutôt une constitution énergétique qui est là pour transmettre, ou si tu as une constitution énergétique qui plutôt est dans la réceptivité. Je t'invite à observer, à laisser infuser, à voir où sont les énergies, à voir où elles sont connectées. Je t'invite aussi à regarder si entre les centres il y a des canaux justement. Est-ce que tes centres, est-ce que l'énergie en fait qu'il y a dans les centres pourrait circuler entre elles, ou est-ce que les énergies sont coupées? Est-ce que on aurait l'impression peut-être qu'il manque quelque chose pour faire en sorte que tout circule librement? Voilà, ces premières observations-là vont pouvoir déjà te donner un petit aperçu de savoir est-ce que tu transmets, est-ce que tu reçois, est-ce que tes énergies sont plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas, est-ce qu'elles sont connectées entre elles ou pas. Je te laisse vraiment prendre un temps de ressentir tes énergies. Je vais donc commencer cette lecture avec toi de tes énergies par la répartition énergétique. On a beaucoup parlé des 9 centres, voilà, c'est vraiment l'évolution principale que nous propose ce système. Donc j'ai envie de te parler, pour commencer, des 2 centres de pression. On a le centre de la tête, qui est le centre vraiment de l'inspiration,
Et on a le centre de la racine qui est un centre qui nous amène du mouvement à l'immobilité. Alors pourquoi 2 centres de pression? Parce qu'en fait ce sont vraiment 2 centres qui nous amènent une pression à avancer vers l'inspiration ou plutôt à aller dans un stress et dans une anxiété qui nous ramène dans l'immobilité. En fait c'est un mouvement qui nous amène de la contraction à l'expansion. Le premier centre que je souhaite te faire découvrir, c'est le centre de la tête, le centre de l'inspiration. Je t'invite à regarder si sur ta charte ce centre est défini. Est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il est en couleur? Ou est-ce qu'il est blanc? Si ce centre est défini chez toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être plutôt d'un naturel à être inspiré et à être inspirant. Tu vas pouvoir capter des informations en continu et poser les bonnes questions. Tu vas savoir discerner les informations et les informateurs qui t'inspirent ou qui ne t'inspirent pas, qui finalement t'amènent vraiment des sources d'inspiration ou pas. C'est en fait une capacité de discernement que tu vas avoir en continu à l'intérieur de toi. Si ce centre de la tête pour toi est non défini, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un premier temps, peut-être que tu vas être plus sensible aux informations que vont te donner les autres et peut-être avoir tendance à t'y identifier et à en faire une vérité directement et plus rapidement sans justement peut-être la remettre en question, aller chercher par toi-même et aller vraiment être curieux de ce qui t'inspire vraiment. La sagesse de ce centre, c'est que justement avec le temps, tu vas apprendre petit à petit à reconnaître ce qui toi en fait te dispersait, ce qui toi en fait ne t'amenait plutôt que de l'anxiété au lieu de t'amener de l'inspiration. Même si c'est de la confusion, c'est-à-dire que parfois ça a du bon d'être confus, si après derrière c'est pour se réinspirer, ça a du bon parfois de poser les bonnes questions et de se remettre en question si c'est pour nous amener quelque chose de meilleur pour nous et d'inspirant, même si ça peut d'ailleurs être des expériences qui sont pas forcément agréables, de se remettre en question, de se poser des questions, etc. Mais si derrière ça nous amène quelque chose d'inspirant, c'est que c'est correct pour nous. Si en fait derrière ça ne nous amène que de l'anxiété supplémentaire, eh bien petit à petit, par l'expérience et en suivant ta stratégie et ton autorité, tu vas apprendre à discerner ce qui est vraiment bon pour toi comme information ou ce qui ne l'est pas. On va continuer avec en dessous le centre de la racine. Le centre de la racine, c'est un centre de pression aussi, oui, mais pas de pression à savoir. C'est plutôt la pression à avancer, à avoir le bon timing de quand est-ce que je me mets en mouvement et quand est-ce que je m'arrête. Et le but, en fait, c'est vraiment de savoir doser les deux entre l'immobilité et le mouvement pour pas perdre l'équilibre. Parce que parfois, si on fait jamais de pause, on s'emballe et on perd l'équilibre. Alors que parfois, prendre un temps d'immobilité, ça nous permet de maintenir l'équilibre, puis après de reprendre un élan qui est correct pour nous. Si tu as cette racine définie, ça veut dire tout simplement que tu peux avoir un naturel à ne pas subir la pression extérieure et à respecter ton propre timing naturel. Donc, par opposition, c'est-à-dire que si tu as cette racine non définie, peut-être que dans un premier temps, tu vas être sensible à la pression extérieure, de faire certaines choses pour toi dans l'urgence, alors qu'en fait, ce n'était pas correct pour toi. C'est-à-dire peut-être te retrouver à être sous pression par rapport à ta famille, par rapport à ton travail, par rapport à un conjoint, par rapport à une situation et à te laisser envahir par cette pression et du coup y céder et juste y céder pour t'en libérer, pour dire bon bah c'est bon, je cède, comme ça je m'en libère, alors qu'en fait finalement c'est une fausse libération, derrière ça va t'amener encore plus de stress et d'anxiété. Ce que va t'apprendre du coup l'expérience de ce centre défini, c'est petit à petit de discerner qui a vraiment un bon timing, qui semble gérer la pression comme il faut, qui ne met pas du coup la pression aux autres inutilement en plus, qui respecte en fait tout simplement son propre timing, d'accepter son propre équilibre. La sagesse de ce centre aussi finalement, ça va être de savoir prendre son temps, de savoir résister au stress de vouloir faire les choses vite pour s'en libérer. Je vais continuer cette lecture en t'invitant à aller découvrir les 3 centres de conscience. Donc on a 3 centres de conscience dans ce schéma corporel du design humain. Le premier centre de conscience dont j'ai envie de te parler, c'est le centre splénique. C'est vraiment le centre de l'intuition. Donc là, en fait, ici, je te parle tout simplement de l'intelligence du corps, de nos 5 sens. C'est quoi la fonction première de ce centre? C'est tout simplement de nous garder en sécurité. C'est à ça ici que sert l'intuition primaire dont je parle, c'est l'intuition de connaître nos besoins, de reconnaître une situation qui est dangereuse, dans laquelle on ne se sent pas à l'aise, qui est potentiellement toxique pour nous, un environnement, une personne qu'on ne sent pas et qui nous dit tout simplement de suite de fuir, de partir parce qu'on n'est pas finalement à l'aise ici et qu'on se sent en danger. Donc c'est ça en fait que va venir réveiller ce centre, c'est cette alerte de danger. Si tu as ce centre splénique défini, donc c'est peut-être que plus naturellement tu es à l'écoute de ces signaux d'alerte qui te disent cette personne je le sens pas, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison en fait, mais c'est vraiment juste parce que ça fait sens pour toi, parce qu'il y a une intuition, il y a quelque chose qui là maintenant te dit en fait ça ici maintenant je le sens pas. C'est vraiment une alerte qui marche dans l'instant présent, qui va pas être dans la théorie, dans l'argumentation comme le serait le mental, qui sera juste dans un impératif de non, en fait ça c'est non.
et qui vient nous protéger en fait. C'est une protection, mais pas une protection de l'ego, d'auto-sabotage, etc. Là, c'est vraiment une protection d'intégrité physique, de dire en fait là je dis non parce que je le sens pas, parce qu'en fait derrière ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous dire qu'il y a un danger. Donc c'est vraiment une alerte qui est intéressante à reconnaître parce que derrière on va avoir bien sûr toutes les peurs primaires à l'intérieur, donc peur que du coup on va avoir besoin d'affronter, de conscientiser, et selon les potentiels qu'on a d'actifs dans ce centre, chaque potentiel intuitif en fait de ce centre va être connecté aussi à une peur primaire. La peur du passé, la peur du futur, la peur de la mort, la peur de l'échec. Et donc selon les activations, c'est hyper intéressant aussi d'aller voir finalement à quelle peur on va se confronter un petit peu régulièrement, qui va peut-être nous freiner si on ne la reconnaît pas, si on ne l'accepte pas en nous, et qu'on va pas voir finalement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc pour reprendre, si tu as ce centre défini, c'est peut-être plus naturel chez toi d'être à l'écoute de ces intuitions, de ces peurs, de les connaître et d'ailleurs de peut-être les traverser plus facilement, d'en avoir déjà peut-être une sagesse. Alors que si tu as ce centre splénique non défini, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être plus enclin à reconnaître ça chez les autres, à découvrir finalement, à capter en fait les états de santé des gens, à savoir qui semble malsain, qui semble sain, qui a l'air d'avoir un corps en santé, qui a l'air d'avoir les bonnes habitudes, les bons repères, de vivre dans un environnement qui est sain, et qui semble par contre plutôt amener quelque chose de toxique, qui semble ne pas être en santé en fait tout simplement. Je vais continuer cette lecture avec le deuxième centre de conscience dont j'ai envie de te parler. C'est le centre de l'ajna, c'est notre intelligence intellectuelle. Donc ce centre, à quoi il sert tout simplement quand il est défini ? C'est une capacité intellectuelle à toujours avoir accès à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on a appris, à son expérience, à son point de vue. C'est de voir la vie d'une certaine manière, d'avoir sa propre opinion, sa propre manière de voir la vie, et d'une manière assez fixe et fiable pour soi, encore une fois, parce que, rappelons-le, le mental, ça reste un outil qui nous propose ce qu'on sait déjà. Donc la sagesse finalement de ce centre, même s'il est indéfini, ça va être d'avoir conscience que c'est notre conscience, que c'est ce qu'on sait nous, mais que c'est pas ce que savent les autres. Donc d'ailleurs, ça peut avoir de la valeur et que ça nécessite d'être partagé. Et du coup, ça va aussi réveiller chez nous la peur et l'anxiété de ne pas savoir, de ne pas en savoir assez, de dire est-ce que ce que moi je sais c'est la vérité. On ne cherche pas en fait la sagesse de ce centre, même quand elle est définie, c'est de ne pas chercher à avoir de certitude sur quoi que ce soit, en tout cas de chercher à en faire une généralité pour tout le monde, mais juste de se rappeler qu'on ne fait qu'exprimer notre point de vue depuis là où on est. Pour les personnes qui ont ce centre non défini, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous êtes plutôt susceptible à recevoir le point de vue des autres, à l'amplifier, mais surtout du coup, en effet, le piège, ça serait de s'y identifier et d'en faire une vérité aussi pour vous, de dire telle personne voit la vie comme ça, alors moi aussi. En fait, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là plutôt pour justement pouvoir passer d'un point de vue à l'autre et se rendre compte justement que d'avoir un esprit ouvert et flexible, c'est ce qui permet finalement d'envisager plus de possibilités, de ne pas rester figé dans ce qu'on connaît déjà. D'avoir déjà cette sagesse peut-être plus naturelle, de reconnaître que quand on propose quelque chose à partir de notre expérience, ça reste notre expérience, ça reste une théorie peut-être pour d'autres, une réalité pour nous, mais une réalité qui se joue à l'intérieur de nous. Ce qui est aussi important d'ailleurs dans ce centre, c'est que comme on est en train de parler du mental et de notre intelligence plutôt logique, en tout cas pour nous, c'est qu'il faut se souvenir qu'on ne doit pas non plus s'identifier, même pour une personne qui a cet ajna défini, à nos pensées. Ça reste des pensées dans tous les cas. C'est que pour tout le monde, que ce soit l'ajna défini ou non défini, c'est de se souvenir qu'une pensée, ce n'est qu'une pensée, que ça a peut-être été un vécu, mais ça nous empêche peut-être parfois d'être dans l'instant présent. L'instant présent, comment est-ce qu'il fonctionne au niveau de la tête ? On peut avoir quand même des intuitions, on va dire intellectuelles, qui fonctionnent sous forme de révélation. C'est-à-dire que on a dans le mental, tout ce qui est passé, on a tout ce questionnement sur le futur, sur lequel on peut faire des plans, des visualisations, mais finalement on ne sait pas encore si c'est possible, mais si ça va vraiment se passer comme ça. Ça reste un plan de notre mental, une des possibilités parmi tant d'autres, et ça les ajnas non définis le savent bien. Par contre, du coup, savoir laisser passer ces pensées-là, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à apprendre pour l'ajna défini, de ne pas s'identifier au théâtre de tout ce qui se passe dans sa tête et de dire ça reste des pensées, ça reste des possibilités, mais c'est peut-être pas forcément ce qui va arriver quand on parle du côté du futur. D'ailleurs, j'ai un exercice à te recommander que moi je m'entraîne souvent à faire, c'est qu'à chaque fois où mon mental me propose un plan, ok, je l'entends, mais je lui dis on pourrait aussi faire ça, on pourrait aussi faire ça. Il y a plein d'autres possibilités en fait, donc ne pas rester figé sur il ne devrait se passer que ça et c'est comme ça que ça doit se passer.
parce que c'est là où en fait tu t'enfermes et que même pour un âge indéfini, ça va te créer une anxiété qui va être pas saine pour toi parce que finalement, c'est de ne pas accepter que la vérité et qui est qu'en fait on ne sait pas. Le troisième centre de conscience qu'on va voir maintenant, c'est le centre de l'intelligence émotionnelle. C'est notre conscience spirituelle. En fait, le centre ici de notre conscience émotionnelle, ça vient nous parler de spiritualité, de connexion, de sensibilité, de passion, de désir. Et donc ce centre, en fait, au-delà d'être un centre de conscience, c'est aussi, on va le voir juste après, un centre moteur, c'est-à-dire qui nous amène, pour les personnes qui ont ce centre défini, en continu des vagues émotionnelles. Et donc on va distinguer de différentes manières. Mais là aujourd'hui, ce que j'aimerais déjà pour les personnes qui ont ce centre défini, c'est qu'elles arrivent à distinguer trois choses. Qu'elles arrivent à distinguer leurs humeurs, que ça reste une chimie, qu'on est dans un état de nervosité passager, que parfois on est d'humeur, parfois on ne l'est pas. Et quand on n'est pas d'humeur, c'est correct de pouvoir en informer les gens. C'est souvent qu'on a un besoin, quelque chose qui n'a pas été respecté, mais surtout qu'on a besoin d'être seul à ce moment-là, parce que quand on n'est pas d'humeur, ça se ressent aussi. Ensuite, il va y avoir les émotions. Les émotions, pareil, ça reste un état passager normalement assez court, qu'on peut maintenir si justement on commence à en faire quelque chose de mental, où on va s'accrocher à l'émotion qui est là parce qu'on veut comprendre le pourquoi du comment, mais on ne le comprendra qu'au moment où on aura traversé l'émotion. Donc au moment où il y a l'émotion, il ne faut pas se dire « Ok, je suis en colère, pourquoi je suis en colère, etc. » En tout cas, là, ce que nous invite plutôt à faire le design humain, c'est à ressentir la colère, et c'est en la ressentant en profondeur qu'on va aller descendre et comprendre en fait où est-ce que veut nous remuer, qu'est-ce que vient remuer cette colère en nous. Mais on va le comprendre en suivant l'émotion et pas en la bloquant et du coup en essayant de l'analyser mentalement. Mais en fait, d'abord en la ressentant, elle nous mènera tout simplement en profondeur à ce qui a besoin de ressortir. La troisième chose à discerner du coup dans ce plexus émotionnel, ce sont les sentiments. C'est-à-dire que voilà, les humeurs et les émotions, ça reste des états passagers. Par contre, si justement il y a un état émotionnel qui se répète encore et encore, on va peut-être finir par en discerner en fait quelque chose de plus clair, un sentiment de voilà, en fait c'est clair que c'est ça que je ressens. Ça va nous mener vers la reconnaissance de ce qu'on ressent profondément et du sentiment qui est là et qui reste malgré le temps justement, contrairement aux humeurs et aux émotions qui peuvent passer comme ça sur une journée, une semaine, alors qu'un sentiment c'est quelque chose de plus profond qui va se développer en nous. Si tu as ce centre du coup émotionnel de défini, eh bien sache qu'à l'intérieur de toi, en effet, tu as une piscine à vagues qui au quotidien t'emmène à vivre des émotions, des humeurs et à faire remonter des sentiments plus profonds à l'intérieur de toi. Donc vraiment, je t'invite à t'autoriser à ressentir tes émotions parce que le ressenti, en fait, ça ne ment pas. C'est ce qui me permet de te connecter à ta réalité, à ta vérité. Si ce centre n'est pas défini pour toi, tout simplement, ce que je t'invite à faire, c'est que toi, tu vas avoir besoin d'apprendre à être dans une empathie, c'est-à-dire à ne pas t'identifier à l'émotion d'un autre, à reconnaître que c'est la sienne et à pouvoir finalement créer cet espace de ressenti sans jugement, d'accepter ce que la personne ressent, toi de ne pas t'y identifier, de la laisser être et de ne pas aussi surtout avoir peur de t'y confronter. Un non émotionnel, en fait, c'est une personne qui au quotidien ne va pas avoir accès en conscience justement à cette énergie de ressenti, de sentiment et qui peut-être d'abord dans un premier temps justement va être dans un flou un peu de dans cette situation je ne sais pas ce que je suis censée ressentir. Et donc avec le temps encore une fois, cette personne qui a ce centre non défini va pouvoir discerner qui joue la comédie en fait, qui en fait a des émotions qui viennent vraiment du cœur, qui a des émotions qui semblent vraies et correctes, ou qui a des émotions en fait qui semblent être vraiment des larmes de crocodile et du cinéma. Comme on le voit par exemple quand on regarde un film, ça se ressent, il y a des acteurs auxquels on croit, en fait, on est avec eux, on est dans les émotions, ils nous touchent, et puis il y a des acteurs, on les regarde, il se passe rien, on ressent rien, parce que c'est des grosses larmes de crocodile et ça ne nous touche pas. Pour un non émotionnel, du coup, ça va être très important d'apprendre à ressentir et à se confronter à ses émotions parce qu'en fait, ce qu'il va avoir besoin d'apprendre, c'est que la plupart du temps, en fait, ce n'est pas ses émotions, mais c'est peut-être celle de la personne avec qui il a passé la journée et du coup, qu'il n'a pas à avoir peur à s'en confronter ni à s'y identifier et surtout, en fait, la mécanique qui va se mettre en place par rapport à quand on a ce centre-là, c'est tout simplement qu'on va pas se sentir libre d'exprimer ce qu'on ressent et on va plutôt chercher à faire plaisir aux autres pour surtout justement ne pas créer de vagues émotionnelles. Donc si aujourd'hui tu fuis les émotions, je t'invite vraiment à repérer cette mécanique chez toi, qu'est-ce que tu évites de ressentir, quelle est la réalité en fait à laquelle tu choisis de ne pas faire face
Et pour un émotionnel, je t'invite vraiment à prendre la responsabilité de ce que tu ressens, à comprendre que c'est là, c'est au fond de toi, que c'est une vérité qui a besoin d'être entendue, et de pouvoir du coup aussi te sentir libre de l'exprimer avec tes mots, mais pas forcément au moment où tu es sous le coup de l'émotion, d'attendre que la vague passe pour justement avoir un sentiment plus profond. D'éviter de parler sous le coup de l'émotion, surtout sous des émotions qui vont être contagieuses et qui amènent des humeurs qui ne sont pas forcément agréables pour les autres. Donc pour vraiment en prendre la responsabilité et te dire voilà, en fait si je suis pas d'humeur, j'ai pas à chercher à faire plaisir aux autres aussi, je peux tout simplement le dire. Et pareil, des personnes qui du coup sont en face de cette personne qui est émotionnelle et qui visiblement n'est pas d'humeur, ne le prenez pas personnellement et reconnaissez que là maintenant cette personne a besoin de temps tout simplement pour calmer ses émotions et qu'après elle pourra venir discuter plus en profondeur avec vous. Donc la sagesse vraiment de ce centre, quand il est défini, c'est vraiment de prendre du temps, accepter de prendre du temps pour ressentir, pour laisser passer la vague et pour ne pas agir et prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Parce que souvent ce sont les émotions après qu'on regrette. Que ce soit en haut ou en bas de vague, c'est d'accepter les deux aussi d'ailleurs, parce que c'est très facile quand on est en haut de vague et que tout va bien et qu'on est de bonne humeur, à prendre des décisions, et puis au moment où on est en down, on est de mauvaise humeur, ou d'un coup il y a une autre émotion avec laquelle on est moins à l'aise, on se dit mon Dieu mais pourquoi j'ai pris cette décision là? Donc vraiment, si vous êtes émotionnel, autorisez-vous à vous laisser désirer, à prendre du temps pour prendre vos décisions, alors que si vous êtes non défini, du coup, prenez conscience que parfois vous évitez le ressenti, mais éviter le ressenti, c'est éviter sa vérité aussi. Et que parfois, en fait, aussi les émotions que vous ressentez peut-être ne vous appartiennent pas et que finalement, vous n'avez pas, encore une fois, à vous en sentir coupable et responsable, et plutôt au contraire à vous sentir responsable de créer ce miroir d'empathie avec les autres, d'ouverture, de non-identification, et surtout de ne pas pousser l'autre forcément de suite à être rationnel sur ce qu'il ressent. Parce que quand on ressent quelque chose, on n'est pas rationnel, on est dans l'émotionnel, on est dans le spirituel, on est dans le désir, on est dans la passion. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la vague, on ne sait pas vraiment encore quels mots poser dessus. Et si vous nous faites poser des mots avant, en fait, qu'on ait pris conscience de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, les mots juste risquent d'être blessants, de sortir sous le coup de l'émotion, et ça va dépasser, justement, ça va aller au-delà de ce qu'on pense vraiment et de ce qui se passe vraiment au fond de nous. On va continuer cette lecture maintenant, donc après les centres de pression et les centres de conscience, on va aller voir les centres moteurs. Donc comme tu peux voir, on va retrouver le centre des émotions et le centre de la racine, qui à la fois, donc le centre racine est un centre de pression, il nous amène du mouvement, mais du coup c'est aussi un moteur parce que pour avoir du mouvement, il faut quand même avoir de l'énergie. Donc c'est un centre qui nous donne l'énergie justement d'avancer, donc c'est aussi un moteur. Pareil pour le centre des émotions. Les émotions, ce sont des vagues, comme je t'ai dit juste avant, donc ça vient nous remuer, ça vient nous mettre en mouvement. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre ces émotions pour aller dans le ressenti et s'il faut descendre avec pour après remonter. Parce qu'un émotionnel sait qu'après une vague de haut, il y aura forcément une vague de bas et inversement et que ça finira par remonter à un moment donné. Donc c'est de garder confiance que parfois aller en profondeur, ce n'est pas la mauvaise expérience, c'est exactement ce dont on a besoin pour après remonter et ressortir en fait un nouveau sentiment plus clair de notre réalité. Les deux nouveaux centres que l'on va découvrir ensemble du coup maintenant sur ta charte, c'est le centre du cœur ou le centre sacral. Le centre du cœur, donc s'il est défini, c'est un centre qui t'amène un moteur de volonté fixe et fiable, c'est-à-dire que tu vas être une personne naturellement volontaire, engagée, qui tient ses promesses, qui a des valeurs et qui les respecte. Un centre du cœur non défini, c'est quelqu'un, pas qui n'a pas tout ça, mais qui va avoir ça d'une manière inconsistante. Donc c'est-à-dire que parfois la fluctuation au niveau de la discipline et de la confiance en soi va bouger. C'est-à-dire que parfois il y a des jours où on va se sentir volontaire, il y a des jours où on va sentir qu'on ne l'est pas. Et ça ne va pas empêcher après d'avoir c'est là où après le design humain est intéressant, c'est que après, si à côté de ça on a des émotions et on a envie d'avancer grâce à la racine, ça reste du discernement et de la différenciation. On peut avoir l'envie d'avancer, on peut être sensible ou être en mouvement par rapport à ses émotions, et puis malgré tout on peut se sentir ne pas être trop volontaire par rapport à ça, peut-être parce que ça ne vient pas toucher nos valeurs. Si tu as le cœur égo non défini, du coup, qu'est-ce que tu vas apprendre avec cette ouverture-là? Tu vas apprendre tout simplement à reconnaître qui tient ses promesses, qui est fiable, qui ne l'est pas, et petit à petit, toi aussi, grâce à ta stratégie, à ton autorité, tu vas découvrir quelles sont tes valeurs à toi. Parce que finalement, un centre non défini, il n'est pas là pour faire des promesses, parce qu'en fait, souvent, le comportement qu'on va avoir ici, c'est de vouloir à tout prix montrer et prouver notre valeur matériellement, c'est-à-dire par des gestes, par des actions,
par des résultats, mais avec une dynamique de regardez, j'ai fait ça, donc j'ai de la valeur, donc vous pouvez me faire confiance. Et ça, c'est pas forcément une énergie très alignée pour nous, parce qu'en fait, quand on connaît sa valeur et quand on connaît ses valeurs, on n'a pas besoin de le démontrer tout le temps, on n'a pas besoin de le prouver. On sait qu'en fait, on va être dans la vérité de notre cœur et que peu importe ce qui se passe autour, justement, notre cœur et notre ego seront toujours là. Qu'on va, malgré les difficultés, malgré les batailles, notre valeur ne bouge pas, elle est toujours là. Et c'est ça, finalement, avoir des valeurs saines. Ce n'est pas prouver quelque chose ou tenir des promesses, c'est respecter ses valeurs, tout simplement. Mais des valeurs profondes. Et c'est ça, en fait, les engagements qui ont vraiment de la valeur, c'est des engagements qui sont qualitatifs plus que quantitatifs, parce que c'est des valeurs qui ne vont pas bouger dans le temps, qui sont intemporelles. Tout ce qui est temporaire, ce n'est plus des valeurs, ce n'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la qualité, mais de l'ordre de la quantité. Et du coup, c'est pas ça en fait qu'amène l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est des énergies de valeur, d'honnêteté, de vérité, de son cœur, de son ressenti. Et c'est ça qu'en fait qui va nous permettre d'avoir des engagements qui sont sains. Alors que tenir des promesses qui n'ont pas de sens parce que ça reste encore une fois daté dans le temps, parce qu'il faut faire ça avant telle date, parce que machin, c'est pas des promesses correctes, hein, parce que finalement elles ne nous amènent aucune valeur profonde auquel se rattacher. Le quatrième moteur du coup c'est le centre sacral. Alors le centre sacral, lui c'est quoi sa thématique? C'est la création, c'est la fertilité. C'est vraiment le centre qui vient donner naissance, c'est vraiment l'énergie de la création, de créer. Et en fait, pour ce centre, il est question toujours de disponibilité énergétique, de savoir pourquoi est-ce que je suis vraiment disponible dans le sens où est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie de vie. En fait, c'est vraiment l'énergie de notre vitalité. Où est-ce que, en fait, je veux donner de mon temps, de moi et de ma vie. Si tu as ce sacral en rouge, c'est qu'il est défini, ça veut dire que tu as un accès constant à ta vitalité. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu es toujours en vitalité, ça veut dire que tu respectes des cycles où parfois tu es disponible énergétiquement et parfois tu as besoin de temps de repos. C'est vraiment le but de ce centre, c'est de générer et de se régénérer. Il fonctionne sur une énergie cyclique. Si tu n'as pas ce centre en défini, ça veut dire que finalement, c'est quoi la mécanique qui va se mettre en place? C'est que peut-être ce cycle-là, tu n'arrives pas à en avoir conscience. Tu ne sais pas en fait quand assez est assez. Tu te dis, ok, là je peux faire ça, et puis là, je peux encore faire ça? Je sais pas. On ne sait pas trop en fait doser notre énergie pour se rendre compte de combien de temps et de combien d'énergie va nous demander une certaine tâche. Quand ce centre est défini, il y a un naturel à pouvoir mettre à disposition ou pas son énergie, du moment qu'en fait on l'a aussi conscientisé et qu'on y a mis des frontières saines. C'est vraiment ce centre, il marche en fait sur une mécanique de réponse, d'être en réponse à la vie, mais d'être en réponse à la vie par oui et par non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne a un accès constant à cette énergie et qu'elle a de l'énergie à revendre qu'elle doit en donner tout le temps à tout le monde et pour n'importe quoi et pour n'importe qui. La sagesse de ce centre, c'est de reconnaître, est-ce que à la fin, quand j'ai mis mon énergie à disposition, est-ce que j'en avais vraiment envie? Est-ce que je suis satisfaite et est-ce que je peux rentrer dans ma phase de régénération dans laquelle je me sens bien parce que je sens que j'en ai assez fait et maintenant je me régénère avant de repartir dans un cycle de génération? Sinon, en fait, quand on ne sait pas dire stop, on va rentrer dans un cycle de dégénération. La sagesse de ce centre, finalement, quand il est défini, c'est vraiment de se rendre compte que oui, j'ai un accès constant à mon énergie, mais je suis aussi responsable de savoir où est-ce que je veux la mettre. C'est vraiment ça la sagesse de ce centre quand il est défini, c'est de reprendre en fait la responsabilité de c'est pas parce que j'ai de l'énergie que je dis oui à tout, j'ai aussi le droit de dire non. Quand le centre il est non défini, en fait, on va plutôt être enclin à finalement se rendre compte de qui nous semble responsable de son énergie, qui apparemment l'utilise d'une manière appropriée, qui semble être vraiment dans le consentement à chaque fois qu'il dit oui à la vie ou non à la vie, et qui semble responsable finalement de cette énergie-là. Qui va être dans sa vitalité, qui ne l'est pas, qui semble frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut faire, ou qui dit oui j'ai envie de faire ça mais en fait c'est non. Il y a vraiment en fait un potentiel ici de pouvoir discerner, voire même selon certains types qu'on verra après, de pouvoir guider cette énergie de la création. La sagesse de ce centre sacral, c'est vraiment du coup d'être dans sa vitalité, en fait, d'avoir conscience que je suis responsable
de ce que je crée, de là où je mets mon énergie, et que si je n'y consens pas et que je dis oui quand même, j'en suis aussi responsable après de ce que ça va me faire ressentir. Si ce centre il est non défini, c'est plutôt du coup un potentiel à savoir discerner qui dit oui et c'est un vrai oui, qui dit non et en fait c'est un oui, et inversement, pour vraiment discerner finalement qui semble être dans sa vitalité, qui a vraiment de l'énergie à mettre à disposition à ça, ou qui en fait n'a pas envie de donner de son temps et de sa personne pour ça. Le centre suivant, alors lui c'est pas un moteur, c'est pas un centre de pression, c'est pas un centre de conscience, c'est un pôle magnétique, c'est un centre d'attraction. En fait, c'est notre centre de l'identité, du soi, du chemin, de l'amour en fait, qui attire à nous les synchronicités que l'on a besoin de rencontrer sur notre parcours pour devenir qui on est. Ce centre G, du coup, si tu l'as en défini, s'il y a une couleur, ça veut dire que tu as un accès constant à ta guidance interne pour te trouver au bon endroit au bon moment et pour vivre les synchronicités que tu as besoin de vivre. Si ce centre G est non défini, encore une fois, tu vas plutôt être enclin à discerner qui semble avancer sur son chemin dans la bonne direction ou qui semble finalement faire des choix ou jouer un rôle qui ne lui convient pas, qui n'est pas aligné pour lui. La sagesse de ce centre, du coup, quand il est défini, donc s'il y a une personne à ce centre G défini, c'est que en fait, elle doit vraiment écouter sa guidance intérieure. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment écouter et suivre sa propre voie. Elle doit comprendre que là où elle va, c'est la seule personne à pouvoir y aller. Alors qu'un centre G non défini, il va plutôt être enclin du coup à recevoir l'identité des autres pour les guider, donc à avoir peut-être aussi une meilleure sensation de ce qui semble correct comme direction pour l'autre, mais surtout en tout cas par rapport à lui, ce que ça va lui amener, c'est vraiment de se rendre compte que finalement, dans la vie, on peut un peu jouer le rôle que l'on choisit de jouer et qu'on peut ponctuellement jouer un rôle, puis ponctuellement jouer un autre, du moment qu'on reste en accord avec notre authenticité, notre stratégie et notre autorité. Un centre G non défini, c'est plutôt quelqu'un qui a un potentiel d'être caméléon, mais qui en fait peut faire le choix de se dire à chaque instant qui je suis. Le dernier centre que l'on va voir dans cette répartition énergétique, c'est le centre de la gorge, donc c'est le centre de la communication et de la manifestation. Il faut comprendre que dans le sens de direction, on va dire, des énergies dans le schéma corporel, la gorge, c'est par là que tout finit. C'est vraiment là où tout prend forme, où tout prend place, où tout se métabolise. C'est vraiment notre communication verbale, non verbale, c'est-à-dire que par rapport à ce que l'on veut créer, ce pourquoi on est volontaire, ce pourquoi on a du désir, de la passion, c'est grâce finalement à l'énergie de la gorge qu'on va finalement en faire l'expérience où on va choisir d'y donner vie et de dire du coup voilà ce que je dis, voilà ce que j'ai au fond de moi. C'est au moment où on va prendre la parole, c'est au moment où on va agir, où on va passer à l'action, qu'on va métaboliser et qu'on va faire prendre forme au tout. Donc sur ton schéma corporel, si tu as ce centre de la gorge qui est défini, ça veut dire que tu as une communication fixe et fiable dans le sens correct pour toi, dans le sens où tu vas avoir une certaine manière de t'exprimer, de parler, de communiquer avec les autres, dans ton langage verbal et dans ton langage non verbal. Donc si tu vas être à l'aise à prendre la parole, c'est-à-dire avoir confiance en ta voix, c'est-à-dire avoir confiance que les mots qui vont sortir ont été choisis. Si tu as la gorge non définie, c'est quelque chose qui va être plus inconsistant chez toi, donc peut-être que tu vas avoir des moments où tu vas sentir une pression, à avoir besoin de parler, d'extérioriser, de monopoliser l'attention, ou au contraire de surtout ne pas vouloir parler, de surtout ne pas vouloir monopoliser l'attention, parce qu'il va y avoir une peur finalement de sa propre existence et de ce qu'on va matérialiser en parlant. Voilà pour l'introduction à ces 9 centres énergétiques, j'espère que ça t'aura déjà permis peut-être de te reconnecter à certains potentiels. Durant la lecture, peut-être que tu t'es plus reconnu parfois dans la mécanique d'un centre défini alors que tu l'as en non défini, ou inversement. C'est normal, ça peut s'expliquer de plein de manières dans ta charte, mais ici ça serait beaucoup trop long à te détailler. Donc j'espère que justement, même si peut-être tu l'avais en non défini alors que c'est un potentiel que tu as vraiment, j'espère qu'aujourd'hui ça te permet déjà de le remettre en conscience et de t'y reconnecter. Maintenant qu'on a fait un tour de ces 9 centres énergétiques et que tu as un peu plus en visu la répartition de tes énergies, ce dont on va parler maintenant pour continuer la lecture, c'est que je vais te présenter justement ces fameux types, ces champs auriques. En fait, il y en a 4 en design humain. Donc je t'invite à aller voir sur ta charte quel type tu es. Dans le design humain, on distingue 4 types d'aura, donc aussi 4 manières de naviguer. On va avoir le manifesteur, c'est l'initiateur. On va avoir le projecteur, c'est le guide. Le générateur qui est un créateur et le réflecteur qui est un miroir en fait qui est juste. Donc ce qui est important de savoir déjà sur ces 4 types, c'est qu'ils sont là forcément pour être interconnectés et pour créer en fait une harmonie. Donc on va aller voir d'abord quelles sont un petit peu ces auras, comment elles fonctionnent, et on va voir finalement quand on les met tous les 4 ensemble, comment est-ce que l'interaction se passerait de la meilleure des façons.
Comment est-ce que fonctionnent les générateurs? Alors les générateurs, c'est le premier type dont on va parler. Ils ont une aura qu'on dit en réceptivité qui est yin, parce qu'en fait ça leur permet après en fait d'activer la réponse sacrale. Si tu es générateur, tu as peut-être remarqué que sur ta charte, tu as un centre sacral qui est défini, qui est en rouge. Ça veut dire qu'en effet, tu es un créateur. Tu as une constante accès à ton énergie sacrale de création pour générer. Donc c'est ton rôle en fait ici, c'est de pouvoir créer, d'être dans la création et de pouvoir surtout mettre au monde en fait des projets avec ton énergie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que peut-être, jusqu'à présent, tu as mis ton énergie à disposition de quelque chose en fait, à laquelle tu ne consentais pas vraiment, et dans lequel peut-être tu ne t'es pas épanoui, dans lequel tu ne ressens pas cette plénitude et cette satisfaction qui est en fait la signature du générateur. Un générateur qui s'est éloigné de sa voie, c'est un générateur qui est frustré. Donc si aujourd'hui tu ressens des signaux de frustration, c'est peut-être que tu n'es pas aligné et ou que peut-être tu as perdu contact avec ta vibration sacrale. Le centre sacral, il est vraiment très important pour les générateurs, c'est ce qui va leur permettre d'être en réponse à la vie en fonction de leur disponibilité énergétique. Donc si tu es générateur, je t'invite vraiment à avoir cette posture de réceptivité, d'observation, et à partir de là, si on entre en réponse à la vie, ça veut dire qu'il y a eu observation d'une question, ça veut dire qu'il y a eu une demande. Et s'il y a réponse sacrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réponse de vitalité, ça veut dire qu'il y a un oui de « oui, je suis disponible pour ça, ici et maintenant ». Si ça ne vibre pas, en fait, ce qu'il faut pouvoir faire finalement, c'est d'avoir confiance en sa réponse sacrale, de dire que si finalement ça ne vibre pas, c'est que c'est non, pas maintenant. Mais c'est une réponse qui marche dans l'instant présent. Donc si jamais 5 minutes après le non, il y a un oui, ça peut aussi arriver. Donc c'est vraiment un état de flow, d'être générateur, d'avoir accès à cette énergie sacrale. C'est vraiment de pouvoir constamment jouer avec sa disponibilité énergétique et d'en avoir conscience. Le deuxième type que l'on va découvrir en design humain, ce sont les manifesteurs. Les manifesteurs, eux, ils sont dans l'initiation, ils sont là en fait pour lancer des mouvements, pour lancer des choses et pour avoir un impact. Alors si tu es manifesteur, peut-être que tu as remarqué sur ta charte que tu as une gorge définie. Ça veut dire que tu as un accès constant à la communication et du coup en effet à la manifestation. Parce que peut-être que tu as aussi remarqué que ta gorge est indirectement connectée à un des moteurs, sauf le centre sacral. Parce que si ton centre sacral était connecté à la gorge, sur la slide d'avant, c'est en fait le générateur manifesteur. C'est un générateur qui a un potentiel d'accès à la manifestation, mais qui reste un générateur avant tout. La différence, du coup, c'est qu'un manifesteur, il n'a pas de centre sacral, mais par contre, il a une gorge qui est connectée à un moteur, ce qui lui donne à la fois une constante énergie à communiquer, mais aussi à manifester. Donc c'est quoi son super pouvoir au lieu au manifesteur? C'est du coup de pouvoir impacter. Et c'est ce qui l'intéresse vraiment. Il est vraiment dans cette recherche de où est-ce que je vais avoir le plus d'impact dans ce que j'ai à transmettre et dans ce que j'ai à dire. Donc les manifesteurs, contrairement aux générateurs qui ont besoin pour bien fonctionner d'être en réponse à la vie et d'écouter ce centre sacral, eux ce dont ils vont avoir besoin, c'est d'informer. C'est de bien faire attention aux informations qu'ils choisissent de donner et celles qu'ils vont choisir de ne pas donner non plus. Parce que leur aura, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle n'est pas du tout en réceptivité, c'est plutôt une aura fermée et repoussante. C'est plutôt une aura yang qui vient en fait nous bouleverser et qui peut faire presque dégager en fait du manifesteur une forme de puissance. Et cette puissance, elle peut faire peur aux autres. En fait, elle peut sembler inaccessible. On peut avoir l'impression qu'un manifesteur, il est enfermé comme ça autour d'une coquille, d'un bouclier, qui lui permet justement d'initier et d'aller en première ligne parce que son aura va le protéger. Mais par rapport aux autres, en fait, cette protection, elle peut faire peur. Et du coup, une des plus grandes peurs du manifesteur, justement, c'est d'être contrôlé par les autres et de, justement, brider sa puissance. Donc un manifesteur, aujourd'hui, ce dont il a besoin pour bien fonctionner, c'est d'informer et de ne pas avoir peur d'informer. C'est de donner les bonnes informations, celles qui vont lui permettre d'être en paix avec les autres et avec soi-même. Le troisième type, ce sont les projecteurs. Alors les projecteurs, ils représentent 20% de la population. Alors, si tu es projecteur, peut-être que tu as remarqué sur ta charte que, comme les manifesteurs, tu n'as pas de centre sacral, que peut-être tu as une gorge définie, mais que par contre, tu n'as aucun moteur relié à cette gorge. Donc tu peux avoir plus ou moins des centres définis, peut-être que ta charte est plus blanche, peut-être que tu as un certain nombre de centres définis, mais quoi qu'il arrive, ta gorge n'est pas connectée à un moteur et ton centre sacral n'est pas actif. Alors quelle du coup disposition ça donne au projecteur? Le projecteur, son rôle c'est vraiment d'être un guide énergétique, parce qu'en recevant l'énergie sacrale, il va être en capacité de la guider. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a une aura donc, qui n'est pas en réceptivité, qui n'est pas là pour repousser, c'est une aura qui est en fait pénétrante et absorbante.
Les projecteurs, ils sont là en fait pour guider le processus de création. C'est-à-dire qu'on va le voir après, le manifesteur il initie, le générateur il crée et le projecteur il est là pour être entre les deux pour guider la création et la vision. Il amène en fait une sagesse naturelle parce qu'en fait avec son aura pénétrante et absorbante, c'est une aura qui est complètement tournée vers l'extérieur et qui s'intéresse toujours sur qui est l'autre. Il y a vraiment cette question constante à s'intéresser et à voir qui est l'autre, à voir la mécanique, comment fonctionnent les choses. C'est vraiment ce qui intéresse le projecteur. Donc, grâce à son aura pénétrante et absorbante, il a une facilité en fait à pénétrer les auras des autres, à absorber en fait ce qu'il en ressort finalement et à le comprendre. En fait, il va vraiment le goûter et l'amplifier d'une certaine manière qui fait qu'il va assez rapidement comprendre avec une sagesse naturelle comment les choses fonctionnent. Donc c'est pour ça que les projecteurs ils sont là pour guider la création parce qu'ils sont pas là pour faire, ils sont pas là pour initier, ils sont là pour être entre les deux et dire ok, ce que tu as initié peut-être que ça marcherait mieux si, ou ce que tu veux créer peut-être que ça serait plus efficace si tu faisais comme ça. Ce sont des personnes qui sont là plutôt pour coacher, pour encadrer, pour guider. Ça peut être des coachs comme des managers, comme des directeurs artistiques, c'est des gens qui vont chercher à rendre le tout plus efficace et plus harmonieux. Le dernier point à savoir sur les projecteurs, pour justement qu'ils puissent bien utiliser leur mécanique et pouvoir finalement partager leur guidance auprès des manifesteurs et des générateurs et du dernier type qu'on va voir après, donc des générateurs manifesteurs aussi, les projecteurs, ils vont avoir besoin d'être reconnus. Le mot-clé pour le projecteur, c'est vraiment la reconnaissance et l'invitation. Le mot-clé ici à retenir pour les projecteurs, c'est invitation. Est-ce qu'on m'a invité à venir partager ma guidance ? Parce qu'avec une aura pénétrante et absorbante, les projecteurs, c'est comme si d'un coup, justement, ils faisaient la lumière sur quelque chose, peut-être qui ne marche pas, ou de comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche. Et ça, en fait, si le générateur n'a rien demandé, c'est comme si aussi on lui enlevait quelque part sa responsabilité de pouvoir faire déjà ce qu'il est en train de faire. Ou pareil au manifesteur, s'il ne nous a pas encore informé de quoi que ce soit, c'est que pour l'instant, il est toujours aussi dans son propre processus à lui. Donc pour un projecteur, ce qui est important de comprendre, c'est que comme il n'a pas ce centre sacral, il n'a pas d'énergie à gaspiller. Il n'est pas là pour toujours être dans l'interaction, être dans la relation, pour maintenir et soutenir des projets sur le long terme et dans une endurance. Il est là pour partager sa guidance au bon moment, au bon endroit, quand la personne en a besoin. Et donc pour ça, ce dont il a besoin, c'est de se rendre visible, de dire voilà en fait mes compétences, voilà ce que moi je sais faire ou voilà qui je suis. C'est d'être en fait, de briller. Et en fait, c'est vraiment un rôle de phare où du coup les gens vont après venir à lui pour lui dire écoute, apparemment, toi tu es un bon conseiller là-dessus, je suis en train de faire ça, ça marche pas, comment est-ce que je pourrais rendre la chose plus efficace ? Donc le projecteur, c'est qu'à partir de là, au moment où on l'a vraiment reconnu pour qui il est, c'est-à-dire un projecteur capable de donner une guidance et de voir les choses en profondeur, que du coup lui aussi va se sentir à sa place. Parce que le projecteur, c'est vraiment un type qui peut, du coup, par cette ouverture sacrale, est extrêmement conditionné, comme on l'a vu avant, à croire qu'il a lui aussi cette énergie infinie, et du coup à se comporter comme un générateur ou comme un manifesteur, à vouloir initier plein de choses. Donc s'il est entre les deux là-dessus, il va pas se sentir à l'aise, s'il essaye constamment d'initier, ça va pas être fixe et fiable chez lui, comme s'il essaye de générer tout le temps, au bout d'un moment il risque rapidement d'aller vers l'épuisement s'il ne sait pas reconnaître quand c'est assez. Donc le projecteur aujourd'hui il est là pour être entre les deux, pour guider la création. Le dernier type que l'on va découvrir, ce sont les réflecteurs. Ils sont représentés par 1% sur la planète et leur charte, comme vous pouvez le voir, en fait, est toute blanche. Il n'y a aucun centre défini. Il va y avoir des activations, quand même, les activations conscientes et inconscientes, mais aucune connexion qui va créer en fait une énergie dans un centre, une énergie fixe et fiable. Donc, c'est quoi finalement leur rôle avec cette constitution-là et en plus avec une aura qui est en fait échantillonnante, c'est d'être finalement le miroir de leur environnement. C'est un type qui est extrêmement connecté à la Lune et aux astres, puisque lui, en fait, il va suivre la métamorphose de la Lune pour suivre ses phases et petit à petit prendre sa direction et prendre ses décisions. Donc, pour un réflecteur, si tu es réflecteur, je t'invite vraiment à te renseigner sur la Lune et à ses phases, parce que ça va vraiment peut-être t'expliquer cette sensation de changement, de caméléon. Et surtout, ce qui va être important pour toi, c'est de te trouver dans un environnement où tu vas pouvoir régulièrement être seul pour te libérer des énergies des autres. Parce que pour tous les centres finalement où on a une sensibilité ou une ouverture, c'est très important de pouvoir avoir un temps de régénération tout seul dans sa propre aura pour vraiment libérer des énergies des autres. Donc si tu es réflecteur, c'est quoi aussi ton rôle avec ce pouvoir d'échantillonnement? C'est qu'à l'intérieur, en fait, tu as juste besoin d'échantillonner un petit peu les énergies parce que toute ta surface blanche va les refléter et va les amplifier.
Donc tu as vraiment un rôle de miroir en fait, de miroir de ton environnement. Donc ça va être d'autant plus important pour toi de le conscientiser parce que tu vas avoir besoin d'accepter cette nature qui est changeante et de ne surtout pas chercher à t'identifier d'une manière fixe et à te dire voilà je suis comme ça, je vois la vie comme ça. Et en fait non, tu as juste à voir la vie comme un réflecteur, c'est-à-dire avec une nature de miroir changeant en fonction de l'éclairage, un peu comme la lune. Mais quoi qu'il arrive, peu importe sa lumière, peu importe l'ombre qu'il y a sur toi, tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu es toujours entier. Donc si on rassemble les 4 types, comment est-ce qu'ils sont censés fonctionner finalement en interdépendance? On a le manifesteur qui est le premier, voilà, qui initie, qui est là pour informer et qui est le seul type finalement qui n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, d'être en réponse à la vie ou d'attendre l'invitation ou d'attendre un cycle lunaire pour y voir clair. Le manifesteur, c'est pour ça que c'est un type souvent qui est le plus rapide et qui va avoir plein d'idées et qui va avoir plein de projets, mais qui a besoin aussi des autres justement pour les réaliser. Donc le manifesteur, c'est voilà un petit peu le mec des startups, celui qui lance quelque chose, mais qui a besoin après du générateur. Et donc il va s'adresser au générateur en lui posant une question, en lui disant est-ce que tu es disponible pour faire ça? Le générateur, lui, il va dire oui, je sais le faire, mais non, je ne suis pas disponible, ou oui, je sais le faire et oui, je suis disponible, j'ai vraiment envie de faire ça, c'est-à-dire je consens à mettre mon énergie, à donner de mon temps et de ma vitalité pour ce projet-là. Et donc, à partir de là, on va avoir le projecteur qui, en fonction de comment ça se passe, dans la création, va guider le processus et va chercher à le rendre plus efficace, plus harmonieux. Et ensuite, pour terminer, on va avoir le réflecteur qui va venir vérifier la qualité de tout ça. Le réflecteur, c'est un peu, voilà, comme c'est le miroir de l'environnement, on va le poser au centre de la création et on va lui dire, voilà, et toi, comment tu te ressens? Donc, une autre manière d'illustrer ces rôles, ça serait de dire que, par exemple, voilà, on a un photographe, le manifesteur, qui dit, allons prendre une photo. Le projecteur qui va dire, je sais que, par ma sagesse et par mes connaissances de la vie, je vais plutôt te recommander d'aller prendre cette photo si tu veux prendre une photo du coucher du soleil en allant voir la golden hour, en prenant tel matériel pour avoir le grand angle le meilleur possible pour prendre en photo ton paysage. Le générateur, qui lui est photographe et qui a l'énergie et l'endurance d'aller sur le terrain et de faire les choses, il va dire moi je suis photographe pro, je maîtrise, je vais aller prendre cette photo, je vais aller la faire. Et puis ensuite, on a le réflecteur, c'est le résultat, c'est la photo, c'est lui qui va pouvoir dire si tout le processus s'est bien passé et est juste. Pour les réflecteurs, la notion de justesse, c'est vraiment un juge impartial qui va pouvoir vraiment dire si c'était correct dans l'ensemble ou pas. Voilà, c'est la fin de cet atelier. Je suis très heureuse d'avoir pu te transmettre l'essence et les bases de cet outil de connaissance de soi qui est le design humain. Si tu ne te retrouves pas dans les énergies qui ont été présentées ou peut-être dans plusieurs, c'est ok, ça arrive au début, c'est normal. N'hésite pas à aller creuser par toi-même justement, d'aller t'informer, d'aller chercher plus d'informations pour en découvrir un petit peu plus sur ta charte et tes énergies. Et surtout, n'hésite pas à tester, à expérimenter. Est-ce que si tu es générateur et que tu es en réponse à la vie, les choses marchent mieux pour toi? Si tu es projecteur et que tu attends la reconnaissance, est-ce que pareil, tu vis plus de succès? Est-ce que si tu es réflecteur, attendre un cycle lunaire te permet d'être un peu plus au clair avec ce que tu veux? Et puis, si tu es manifesteur, comment est-ce que se passent tes relations si tu informerais un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc voilà, je t'invite à expérimenter tout ça, à l'explorer par toi-même, à chercher plus d'informations et puis voilà, à aller tout simplement vers toujours plus d'éveil et d'amour de soi pour t'accepter entièrement.